Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Je vous propose d'ouvrir cette séance du Conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Grand Dax du 18 décembre 2024 en nommant tout d'abord, en désignant notre secrétaire de séance. Guylaine m'a dit tout à l'heure qu'elle continuait sur la lancée de l'année pour ce dernier conseil de 2024. Je te propose donc de faire l'appel, Guylaine. Merci Julien. Bonsoir à tous. Véronique Auduit est absente et me donne pouvoir. Jean-Marie Abadi est absent et c'est Arnaud Larbert, voilà, qui a pris sa place, parfait. Moi-même, Julienne Dubois, Martine de Dieu, Grégory Randé, Sarah Péchaud-Draldourt est absente et donne pouvoir à Pascal Dagès. Pascal Dagès est donc présent. Marie-Constance Loubert-Berthelon va certainement arriver. Oui, elle va bientôt arriver. Ouais. Amine Benalia Brouche devrait arriver aussi. Non, pardon, lui est absent et donne pouvoir à Martine Labarchède. Marie-Hélène Hénaud est absente et donne pouvoir à Marie-Laurence Constance Loubert qui devrait arriver. Guillaume Lossu est présent. Alexis Arras est absent et donne pouvoir à Martine Héridia. Martine Labarchède est présente. Julien Relot est absent et donne pouvoir à Grégory Randé. Florence Pessal est absente et donne pouvoir à Martine de Dieu. Vincent Moura est là. Axel Verdière-Barcaoui est présente. Yves Loumet aussi. Isabelle Rabot-Favreau aussi. Monsieur Stétin est absent et donne pouvoir à Axel Verdière-Barcaoui. Philippe Castel est absent et donne pouvoir à Julienne Dubois. Pascal Lavigne est présent. Serge Pomarès ne devrait pas tarder. Gloria est présente. Sophie Irigoyen est là aussi. Jean Soublin est présent. Gérard Lebail est absent et donne pouvoir à Thierry Bourdillas. Bérangère Saboureau est absente et donne pouvoir à Monsieur Albert Rosemary. Monsieur Albert Rosemary est donc présent. Philippe Lafitte est présent. Chantal Fraisse, elle est là. Hervé Darrigade est présent. Caroline G, je l'ai vu aussi. Christian Carrère est présent. Julien Bazus m'a dit que s'il était en retard, c'était de ma faute parce que nous étions ensemble jusqu'à maintenant sur la présentation du CIAS, donc il devrait arriver. Sylvie Péducas est présente. Jean Lavielle aussi. Martine Gaille est arrivée, a réussi à arriver. Elle était avec nous aussi. Alain Godot devrait arriver. Christine Beyris est là. André Humeau aussi. Catherine Favard ne devrait pas tarder. Ah pardon, elle est absente et elle a donné pouvoir à Julien Basus qui ne devrait pas tarder. Donc, Catherine Rabat est présente. Monsieur Laurent Lafourcade est absent et donne pouvoir à Catherine Rabat. Christian Berthoud est présent. Henri Bedat est absent et donne pouvoir à Pascal Villaton. Sylvie Béziard-Ricard est là. Pascal Villaton aussi. Alain Bergeras devrait arriver. Corinne Laporte est présente. Philippe Delmont aussi. Bernard Laguadère est absent et c'est Chantal Dartiguenave qui a pris sa place. L'arrivée de Monsieur le maire de Sognac, discrètement, il est là. Hikmat Chahine est présent. Alain Dubourdieu aussi. Et Thierry Bourdillas aussi. On va donc surveiller l'arrivée Donc, ouais, de Monsieur Godot, de Monsieur Basus. Et Alain Godot, il y avait une procuration ou pas? Non. D'accord, ok. Donc, il devrait arriver. On a 3 votes potentiellement qui ne sont pas là, puisque Marie-Constance Loubert-Berthelon et sa procuration et son pouvoir sont arrivés. Ah, d'accord.
Par contre, elle avait un pouvoir, non elle a... Oui, c'est arrivé. Je vous propose maintenant de passer aux délégations des actes pris en vertu, enfin, des décisions pardon, qui ont été prises en vertu des délégations qui m'ont été confiées, que vous avez reçues, comme à chaque fois, ce que ces actes... Alors, Alain Godot est là. Très bien. Ces actes appellent-ils des questions? Non. Vous avez aussi reçu le procès-verbal de la séance du 30 octobre 2024. Est-ce que ce procès-verbal appelle des observations ou questions? S'il n'y en a pas, je vous propose de voter pour son approbation. Le vote est ouvert. Du coup, tu avais la procuration de... Ah, il arrive, Serge, il n'est pas là, d'accord. Donc, pour l'instant, il y a 3 votes qui manquent. C'est normal. On va clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est donc adoptée avec 54 voix pour et 3 non prises de part au vote qui vont bientôt partiellement au moins être résolus puisque Julien Bazus arrive avec son pouvoir certainement. Vous avez reçu sur table une délibération dont je pense, mais on va statuer à ce sujet, personne ne contestera l'urgence puisqu'elle concerne le soutien que notre collectivité, la communauté d'agglomération du Grand Dax, pourrait apporter à nos compatriotes de Mayotte, qui bien évidemment, vous le savez tous, ont été touchés fortement par un cyclone qui a dévasté cette île. Ce qui vous est donc proposé est d'apporter une contribution, une subvention d'un montant de 10 000 € à la Fédération nationale de la protection civile qui agit sur place et qui pourra donc porter secours à nos compatriotes qui ont été encore une fois très sévèrement touchés par ce cyclone avec des dégâts qui sont encore en cours d'évaluation tellement ils ont été importants. Du coup, il faut que je donne, si quelqu'un conteste l'urgence qui a fait que cette délibération a été mise sur table et pas envoyée comme la procédure le veut avec le reste des délibérations. Personne ne s'y oppose. Il nous sera donc demandé d'approuver le versement d'un don d'un montant de 10 000 € versé à la Fédération nationale de protection civile et de m'habiliter à signer tout document relatif à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Le vote est ouvert. On va clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est donc adoptée avec 56 voix pour. Je vous en remercie. Donc délibération du coup numéro 1, c'est concerne la vente de bureaux situés à Saint-Paul-et-Dax. Donc cette délibération fait suite à une précédente que nous avons votée et qui va nous permettre de relocaliser l'ensemble des agents du CIAS dans un même lieu à proximité du siège de la communauté d'agglomération, à côté dans les bureaux neufs construits dans l'immeuble neuf appelé Connexion, 14 avenue de la Gare. Et du coup, cette relocalisation nous permet de vendre le foncier qui hébergeait jusque-là le service d'aide à domicile et tous ces agents qui seront donc relocalisés dans ces bâtiments neufs. Donc cet immeuble est situé 4 places du marché. Après une publication de la vente de ce bien, nous avons reçu une offre de la SAS Transaction Sud-Ouest. Et après évaluation des domaines à 400 000 €, il a été
acté que cette offre était acceptable, puisqu'elle est de 360 000 euros net vendeur, c'est-à-dire pour nous, et que donc elle correspond à cette évaluation des domaines. Je vous rappelle qu'il y a un rez-de-chaussée, R+1 et R+2 et R+3 de combles aménagés. Il sera donc demandé d'approuver la vente du lot 4 de la copropriété dite La Source, située 4 places du marché à Saint-Paul-et-Dax, cadastré AB 652, constitué de locaux à usage de bureaux d'une surface totale de 334 m², appartenant à la communauté d'agglomération du Grand Dax, au profit de la SAS Transactions Sud-Ouest, qui est sise à Narros, dont le gérant ou toute personne physique ou morale substituant au prix de 360 000 euros net vendeur, les frais d'acte notariés étant à la charge de l'acquéreur, de m'autoriser à signer tous les documents et actes notariés nécessaires à la vente du bien susmentionné et de m'autoriser à donner procuration à tout clerc ou collaborateur de notaire pour signer les actes notariés et finaliser la vente, tout en précisant bien évidemment que cette vente et le transfert de propriété sera effectif quand on aura pu bien évidemment investir les nouveaux locaux pour accueillir le CIAS. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Le vote est ouvert. Et donc, je précise l'arrivée de Serge Pomarès, qui a voté. Donc, on va pouvoir clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée à l'unanimité. Merci. Point numéro 2, après une vente, une acquisition. Il s'agit là d'un bâtiment de 527 m² situé dans le village d'entreprise de Saint-Paul-et-Dax, bâtiment que nous occupons déjà actuellement en tant que locataire, en acquittant un loyer annuel TTC de 20 000 euros, bâtiment composé de hangars de 727 m² et d'un appartement mitoyen de 171 m² qui abrite actuellement 12 agents du service en charge des bacs à ordures ménagères, du service bâtiment et du service GEMAPI, qui nous permet aussi de stocker du matériel et des fournitures. Le propriétaire de ce bâtiment nous a fait part de son souhait de le vendre. L'achat nous a paru être une bonne opportunité dans la mesure où nous avions estimé la construction d'un bâtiment identique à peu près 600 000 euros, ou à l'achat d'un bâtiment identique, et que de loyer pour ce type de bâtiment à 20 000 euros ne peuvent pas être trouvés dans la même zone, sachant que nous voulons rester bien évidemment à proximité du centre technique communautaire qui est aussi dans la zone. Après négociation, la propriétaire a accepté de nous vendre ce bien à 330 000 euros hors frais annexes, ce qui est là aussi cohérent avec l'estimation des domaines qui était à 355 000 euros, donc plus haut, donc nous achetons plus bas que l'estimation des domaines. Il vous est donc proposé d'approuver l'acquisition du bâtiment des services techniques situé 385 rue Denis Papin à Saint-Paul-et-Dax sur les parcelles BC 0187 et BC 0210 au prix de 330 000 euros hors frais annexes, de m'autoriser à signer tout document et acte notarié nécessaire à l'acquisition du bien susmentionné, de m'autoriser à donner procuration à tout clerc ou collaborateur de notaire pour signer les actes notariés et finaliser la vente, et d'inscrire les crédits correspondants au budget principal de l'agglomération. Y a-t-il des questions sur cette acquisition? S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote qui est ouvert. On va clore le vote.
Le vote est clos. Et la délibération est adoptée à l'unanimité. Délibération numéro 3 maintenant, qui concerne l'élaboration du plan intercommunal de sauvegarde. Ce plan de coopération intercommunale de sauvegarde est proposé et obligé plutôt par la loi Matras du 25 novembre 2021 et nous devons nous mettre en règle au plus tard le 25 novembre 2026. Il s'agit là d'assurer en fait la coordination et la solidarité entre les communes membres de l'EPCI en coordonnant notamment le plan communal de sauvegarde des communes concernées et le plan Orsec qui concerne plutôt les services de l'État. Le CDG des Landes, après avoir recensé en 2023 les EPCI qui pourraient être intéressés par un service rendu par eux, a proposé d'accompagner les collectivités dans l'élaboration de ce plan intercommunal de sauvegarde, collaboration, accompagnement qui se traduira par l'intervention de chargés de mission. Et permettra aussi de mutualiser les coûts pour tous les EPCI qui voudront participer à ce projet. La tarification qui nous est proposée est de 10 000 euros par an sur 3 ans, soit 30 000 euros au total. Il nous est donc proposé ce soir d'adhérer au service proposé par le CDG 40 pour l'élaboration du plan intercommunal de sauvegarde et de m'autoriser à signer la convention cadre d'adhésion afférente ainsi que tout document relatif à cet objet et à procéder au règlement du montant de la cotisation. Y-a-t-il des questions ? Pas de questions, on passe au vote. Le vote est ouvert. On va clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée à l'unanimité. Point numéro 4, qui va aussi nous amener, si vous êtes d'accord, à confier une autre mission au CDG 40. Celle-ci concerne les archives, puisque toutes les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives et doivent les gérer. Et vu la complexité et la technicité de cette mission, le Code général de la fonction publique nous autorise à recourir au centre de gestion pour nous y aider. Donc le CDG des Landes propose cette mission d'aide à l'archivage pour un coût qui a été voté par son conseil d'administration de 329 euros la journée. Le CDG est venu faire une mission de diagnostic pour voir le nombre de jours qui seraient nécessaires pour nous y accompagner et il a estimé que la durée d'intervention nécessaire serait de 25 jours, soit un coût de 8 225 euros au total. Et du coup, le service archives du CDG s'engagera au tri, classement, conditionnement et cotation des archives selon la réglementation, préparation des éliminations et rédaction de bordereaux d'élimination, organisation des locaux d'archivage, élaboration d'instruments de recherche, diffusion de fiches pratiques et de procédures d'archivage, rédaction d'un rapport de fin de mission assorti d'une proposition de convention au service SVP maintenance archives et si nécessaire, la préparation du dépôt et ou du versement des archives anciennes aux archives départementales. Il nous est donc demandé de recourir au service d'aide à l'archivage du CDG 40 afin de bénéficier de son assistance et de son expertise dans la gestion des archives de la collectivité, de m'autoriser à signer la convention de mise à disposition d'archivistes itinérants du service archives du CDG. Convention qui est jointe à la délibération ainsi que tout ce qui en découle et d'indiquer que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. Des questions? Pas de questions, on passe au vote. Le vote est ouvert. On va clore le vote est clos. Et
Et la délibération est adoptée à l'unanimité. Point numéro 5, le rapport social unique, qui est là aussi une obligation réglementaire qui nous invite à faire le point en fait sur l'état des ressources humaines de la collectivité une fois par an, donc une photographie des principaux indicateurs ressources humaines. Il nous permet aussi d'affiner notre stratégie pluriannuelle en la matière, de nous comparer par rapport aux années antérieures, ou de nous comparer aussi à d'autres collectivités. Donc vous avez pu prendre connaissance de ce rapport qui a été, je le précise, approuvé en CST par les représentants de la collectivité et des agents. Si on veut en donner les grandes lignes qui sont reprises dans la délibération, on peut parler de stabilité des effectifs, qu'ils soient de droit public ou privé, tout en sachant que 9 agents sur 10 sont des fonctionnaires, que 2 emplois sont concentrés principalement sur 2 filières. Les emplois sont concentrés sur 2 filières, à savoir les techniques 65%, les administratifs à 30%, 99% des emplois sont à temps complet. 69% d'hommes et 31% de femmes composent l'effectif, expliqué en grande partie par les compétences exercées, avec des métiers occupés par des hommes sur les compétences telles que les déchets, la voirie, l'eau et l'assainissement, occupés en grande partie. La moyenne d'âge est assez jeune, 46 ans, qu'on peut considérer comme très jeune, même si l'effectif masculin vieillit un petit peu, puisque 47% atteint 50 ans, ce qu'on peut considérer comme jeune aussi. Vous dire aussi que le nombre de journées de formation est un niveau important, c'est une des caractéristiques que nous tenons à garder pour cette collectivité, avec 2,5 jours de formation en moyenne par agent, en 2023, comme l'année précédente d'ailleurs, nous avons été impactés par des mesures statutaires issues de décisions gouvernementales que nous avons appliquées comme toutes les autres collectivités. Un point à surveiller, c'est le jour d'absence, nombre de jours d'absence, qui est en légère augmentation, en partie expliqué par des pathologies lourdes. Et nous pouvons aussi souligner que 95 000 € ont été consacrés en 2023 à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail des agents. Il nous est donc demandé de prendre acte de la présentation du rapport social unique de la communauté d'agglomération du Grand Dax 2023. Et je précise, puisque la question avait été posée dans une autre collectivité, que les rapports consacrés à l'égalité homme-femme, mais c'est important de le préciser, puisque c'est dans le sommaire, effectivement, sont présentés, eux, lors du débat d'orientation budgétaire en début d'année, et que les plans d'action sur ce même sujet sont, eux, présentés, voire débattus en mai, approximativement au mois de mai. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, on prend acte sans voter et on passe au point numéro 6 qui concerne, comme presque à chaque conseil communautaire, la mise à jour du tableau des effectifs, documents administratifs qu'il faut faire vivre de manière obligatoire pour suivre le fil des mouvements de personnel. Je précise que ces tableaux des effectifs sont mis à jour à effectifs constants et que les mouvements sont dus à des évolutions de grade ou de situation des agents concernés. Il nous est donc demandé, comme à chaque fois, d'adopter les tableaux des effectifs de la communauté d'agglomération qui sont annexés, de préciser que les crédits nécessaires sont prévus au budget et de m'autoriser tout document y afférent. Y a-t-il des questions sur ces tableaux des effectifs? Pas de questions, on passe au vote. Le vote est ouvert. On va clore le vote. Le vote est clos.
Et la délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 7 maintenant, qui concerne aussi les ressources humaines, mais qui celui-là est un peu plus exceptionnel. Il concerne notre service public de l'eau et ses agents de droit privé, puisque depuis le 1er janvier 2020, que la compétence régie des eaux a été transférée à la communauté d'agglomération. Le statut a lui aussi été changé. Nous sommes passés sur un statut de service public industriel et commercial, et donc les agents qui sont recrutés depuis lors le sont sous forme de contrat de droit privé. À noter que le service public de l'eau emploie, comme vous l'avez lu, 23 agents de droit privé et 39 agents de droit public qui étaient déjà dans l'organisme avant ces changements de statut et qui donc ont gardé leur statut de droit public. Il fallait, du coup, puisque maintenant on avait assez d'antériorité, clarifier et donner un cadre plus clair et objectif au statut de ces agents de droit privé. C'est ce qui vous est donc proposé dans le référentiel qui vous est présenté en annexe de la délibération. 3 sources, en gros, ont conduit à la rédaction de ce référentiel. La Convention collective nationale des services d'eau et d'assainissement, tout d'abord. Les dispositions générales du Code du travail, bien évidemment, ensuite, et puis certaines dispositions issues de l'expérience, justement, que nous avions depuis 2020 au sein de cet organisme et qui ont été donc mises en place pour accompagner les agents du SPE de l'agglo. Ce référentiel va donc concerner l'ensemble des salariés sous contrat, qui soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel ou à temps plein, pourvu qu'ils soient bien évidemment sous contrat de droit privé. Vous l'avez vu, ce référentiel fixe en fait un socle commun pour les règles liées aux ressources humaines, en créant des catégories d'emploi en fonction des fonctions des agents, et créer des rémunérations fixes et variables en fonction des activités, et puis règle les questions de temps de travail, de congé, de formation, de protection sociale, bref, tout ce qui touche au statut des agents de manière objective, afin que tout le monde connaisse exactement et de manière transparente le cadre dans lequel il sera amené à mener ses missions. Il nous est donc demandé ce soir d'adopter l'ensemble des dispositions du référentiel interne ressources humaines applicables aux agents de droit privé du service public de l'eau, de m'autoriser à prendre et à signer tous les actes et documents liés à l'exécution du présent référentiel, d'indiquer que ce référentiel ainsi que ses dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2025 pour l'ensemble des agents de droit privé du service public de l'eau. Il se substitue de plein droit, dès sa date d'entrée en vigueur, à l'ensemble des règles et usages portant sur l'un des thèmes visés par le présent référentiel. Je précise aussi que bien évidemment tout ça a été validé à l'unanimité d'ailleurs dans les instances représentatives du personnel et de la collectivité, et que les nouveaux statuts, le nouveau référentiel ne fera bien évidemment perdre aucun droit aux agents concernés, n'amènera que du plus sur leur situation, comme l'impose d'ailleurs la réglementation en la matière. A-t-il des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Le vote est ouvert. On va clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée à l'unanimité. Point numéro 8, je vais maintenant passer la parole à Hervé Darrigade pour les tarifs 2025 de la redevance spéciale appliquée aux entreprises. Merci Monsieur le Président, bonsoir à tout le monde. Alors, pour rappel, en 2022, nous avons mis en place un tarif différencié pour les entreprises extérieures à la redevance spéciale extérieure au Grand Axe. On s'est aperçu que le Sitcom applique une tarification plus agressive que la nôtre. Pour les entreprises extérieures, les tarifs ils varient à peu près du simple au double. Donc cette
Cette différence très significative des tarifs crée une aubaine pour les entreprises extérieures qui recherchent une optimisation des coûts. Donc en 2024, il y avait à peu près 74 entreprises extérieures du territoire du Grand Axe qui accédaient à nos déchetteries. Et à peu près, ça nous revenait à peu près à 100 000 euros de recettes. Sur ces 74 entreprises, il y en avait une vingtaine qui utilisaient plus celle du Sitcom. Donc ils devraient prendre au moins l'ordonnance spéciale auprès du Sitcom. Pour ces raisons, on propose d'augmenter de 50% les tarifs qui pratiquent par rapport aux entreprises extérieures. Cela permet de réduire l'écart de tarification entre le Sitcom et le Grand Axe. Voilà. Alors le tableau, vous voyez les tarifs du Sitcom et ceux qu'on appliquait, ceux qu'on propose d'appliquer. Voilà, il y a une petite différence, mais on essaie de rattraper les tarifs. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces nouveaux tarifs forfaits? Pas de questions? Oui, une question. Oui. Oui. Serge Pomarès. Simplement vous demandez si l'esprit c'est que les entreprises ne viennent pas du tout dans nos déchetteries, ou elles y viennent mais avec un tarif encore moindre que celui appliqué, ou elles viendront encore certainement si le tarif est encore moindre que celui appliqué par le Sitcom. Alors, c'est vrai que là, le tarif qu'on appliquait, il était, par exemple, pour le forfait, on était à 600 et au Sitcom, c'était 1000 euros. Donc, on s'est aperçu que les entreprises prenaient le forfait au Grand Axe. Mais donc, c'est un équilibre qu'on va faire, c'est que logiquement, les entreprises extérieures vont prendre, ceux qui vont au Sitcom vont prendre le forfait au Sitcom, ce serait logique normalement. Donc, on essaye de faire un équilibrage des tarifs. Donc là, parce que là, on a pas mal d'entreprises qui prennent. C'est important. Moi, je pense que si on n'a pas le même tarif, il arrivera la même chose. Les entreprises continueront à venir chez nous, quoi. Mais bon, on verra l'année prochaine. On regardera, oui, on verra s'il va y avoir beaucoup de différences. Mais bon, normalement, ça va faire augmenter les recettes au niveau de la redevance spéciale. Pour notre côté, parce qu'il ne va pas y avoir trop de différence. Le but, c'est effectivement, comme l'a dit Hervé, qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine et donc de report. Après, il y a des tarifs que vous voyez, c'est aussi des entreprises derrière qui ont besoin de fonctionner. Donc, il a été jugé pertinent, mais ça pourra être revu pour la suite, de s'en tenir là sur ces tarifs où on rattrape quand même un écart de manière significative, comme vous le voyez, hein, puisque vous avez aussi les tarifs de 2024 qui sont expliqués. Le but, c'est de converger aussi petit à petit, de ne pas avoir des effets d'escalier pour les entreprises concernées, où on aurait des augmentations faramineuses d'une année à l'autre. Et s'il faut affiner encore une fois dans les années qui viennent, on sera en mesure de le faire en fait sur la création des forfaits 6, 7 et 8. Tout à fait, on fera un point de toute façon dans un an. On regardera le bilan. D'autres questions par rapport à ces tarifs? Oui, excusez-moi. Oui. Ça signifie que les forfaits 6, 7 et 8 auront intérêt toujours à venir et paieront 9 000 euros? Alors, les 6... Je crois qu'on n'a pas d'entreprise forfait. En fait, on n'a pas de concerné sur cette... C'est Non, pour ça qu'il n'y a pas d'utilité de créer ces forfaits-là. Même de l'extérieur? Non. C'est ça que je comprends Après, pas. quand ils vont au Sitcom, ils payent au Sitcom, ouais. Enfin, je ne sais pas quel est le sens de la... Les forfaits 6, 7, 8, c'est des grosses entreprises et on n'en a pas. Hein. Donc, mais on n'a pas de forfait. Donc après, de toute façon, on s'adaptera. D'autres questions? Bon. Article 1, alors, c'est d'approuver les nouveaux tarifs de la redevance spéciale appliqués aux entreprises extérieures du Grand Axe à compter du 1er janvier 2025. Oui, vas-y. Oui, en partant de ça, c'est un manque à gagner pour le Sitcom. Parce que si l'entreprise est intelligente, elle va prendre le tarif au moindre coût
et bénéficier et des déchetteries du Sitcom et des déchetteries de l'agglo. Si on s'aligne au tarif Sitcom, à ce moment-là, qu'elle soit ou d'un côté ou de l'autre, elle n'a aucun intérêt à venir prendre des abonnements. Elle peut très bien les prendre au niveau du Sitcom. Bon, pour l'instant, je ne pense pas qu'on va avoir une grosse différence. Parce qu'actuellement, on s'apercevait qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui venaient parce qu'il y avait trop de différences de tarifs. Là, on réactualise un peu les tarifs. On verra comment ça se passait. Mais logiquement, on doit avoir une petite baisse et on ne devrait pas avoir de manque à gagner par rapport à cette redevance spéciale. C'est surtout, on a augmenté un peu pour être un peu au même niveau, pour pas qu'il y ait un effet d'aubaine, un apport d'entreprise sur les nouveaux tarifs. Il y a trop de différence entre les tarifs de Sitcom et le Grand Axe. Non, mais parce qu'il faut remettre là, pas qu'on se fasse des nœuds dans la tête. Des entreprises donc du Grand Axe qui payent la redevance spéciale, déjà, alors ils les payaient au tarif que vous avez sur le tableau du milieu, donc là, on applique une redevance spéciale plus haute, et donc ça concerne d'abord ces entreprises du Grand Axe qui vont avoir du coup cette augmentation qu'on n'a pas voulu trop importante non plus pour pas avoir des effets d'escalier trop importants que je décrivais tout à l'heure. Et on n'a pas de forfait 6, 7, 8, donc il n'y avait pas lieu de les créer pour les entreprises du Grand Axe, quoi. Donc, étant donné que maintenant on est pratiquement sur ces tarifs au même montant, tout le monde ira en gros sur son secteur géographique, quoi. C'est l'objectif. Donc il n'y a rien de révolutionnaire non plus, hein. C'est une adaptation par rapport à ce que font nos voisins pour que tout le monde soit cohérent sur le territoire du Sitcom, quoi. Je peux reprendre? Oui. D'où l'utilité quand même de faire une étude sur le coût réel de la prestation, parce que si on est trop bas, ça veut dire que l'agglo aussi finance en partie le montant que devraient payer les entreprises. Et si le Sitcom est trop haut, c'est pareil. À un moment donné, ils ont aussi l'effet d'aubaine qui vient pour eux en termes de recettes. Donc l'intérêt, ce serait quand même de voir le coût réel de toutes ces prestations pour essayer d'affiner. Et à mon avis, la finalité, ce sera de passer avec un tarif unique sur les deux zones, Sitcom ou Grand Axe. Non mais alors, bien évidemment, tout ça, ces tarifs, ils ne sont pas sortis du chapeau, ils sont liés à des estimations de coûts réels, notamment faites par le Sitcom. Et la convergence, elle est là, hein, parce que si vous regardez les forfaits jusqu'au 5, on est des prix très proches. Sauf que, à se mettre d'un coup au prix du Sitcom, c'était une augmentation significative pour des entreprises qui, pour caricaturer, mais pour être pragmatique aussi, ont peut-être des devis déjà faits avec une redevance spéciale telle qu'ils la connaissaient, que voilà, ces devis courent encore sur l'année prochaine et que donc il faut faire attention à des augmentations trop importantes d'un coup. Donc c'est pour ça que je dis on converge petit à petit. Mais bien évidemment, ces coûts, ces forfaits-là, ils sont liés à une estimation de coûts réels comme tu l'évoques. Hein. Puisque le Sitcom l'a fait et qu'on connaît les coûts réels, c'est pour ça aussi qu'on converge vers eux. Mais voilà, il est quand même important pour les entreprises concernées qu'il n'y ait pas des augmentations qu'ils auraient du mal à supporter en raison, par exemple, hein, de devis déjà établis qui courent encore, quoi. Ou de prestations forfaitaires sur plusieurs années aussi. Vous avez des entreprises qui ont des contrats pluriannuels avec leurs clients et qui ne sont pas en mesure de répercuter toujours les hausses de coûts qui sont les leurs. Voilà, c'est tous ces éléments, on a essayé d'être assez équilibré, mais de juguler cet effet d'aubaine qui était quand même potentiellement constaté en raison de ce décalage, quoi. Et puis le but, c'est de caler les mêmes tarifs que le Sitcom, d'arriver au même tarif. C'est 9000 à 9441 quoi, qu'il faut comparer, puisqu'on n'a pas d'entreprise sur le Grand Axe concernée par 6, 7, 8. Ah ouais. Alors oui, on doit mettre le micro si tu veux. Je disais que l'entreprise qui vient de l'extérieur, qui n'est pas sur Dax, qui devrait payer un forfait 8 au Sitcom, si elle vient sur Dax, elle va payer le forfait 5, puisqu'il n'y a pas d'autre forfait plus élevé. Non, parce que on n'a pas d'entreprise à forfait. Non mais
Alors, potentiellement, il y a une entreprise qui peut venir d'ailleurs et qui avait le forfait 8. Bon. Après, c'est vrai, potentiellement, c'est pas ce qu'on a vérifié, surtout pour ces grosses entreprises. Le problème, c'est qu'on a aussi nos entreprises du territoire qui seraient concernées potentiellement. Donc, voilà. Non, mais on ne le proposera pas. On ne le propose pas. D'autres questions? Bon. Alors, il est proposé au Conseil d'approuver les nouveaux tarifs de la redevance spéciale appliqués aux entreprises extérieures et aux grands axes à compter du 1er janvier 2025. Alors, d'approuver les nouveaux tarifs, alors, le tableau ci-dessous. Donc, forfait 1 à 900 €, forfait 2 à 1800 €, forfait 3 à 2700 €, forfait 4 à 4500 € et forfait 5 à 9000 €. Et je précise que je ne pensais pas qu'on irait à ce niveau de détail, mais les questions sont tout à fait légitimes et importantes. C'est pour ça qu'on aborde ces sujets en commission, pour, s'il y a besoin d'aller plus dans le détail, pour raffiner. Et ça aurait pu faire l'objet, effectivement. Mais je ne crois pas qu'on ait eu ces questions, monsieur le vice-président, en commission. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est ce que je veux dire. Comme ça, ça permet d'affiner en amont. Et éventuellement de modifier la délib. Je pense que là, on est bon et qu'on verra. De toute façon, on a dit qu'on l'évaluerait. Si on a bien pu, encore une fois, juguler en concertation avec le Sitcom ces dérives potentielles d'entreprises qui viennent d'ailleurs. Et l'article 2, la présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de son affichage, ainsi que le cas échéant de sa transmission aux représentants de l'État dans le département d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau. Et l'article final, Monsieur le Président et Madame la Présidente principale sont chargés chacun à ce qui le concerne à l'exécution de cette présente délibération. Merci. S'il n'y a plus de questions, on va passer au vote. Le vote est ouvert. Ah oui, il reste encore des interrogations alors. On va clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée avec 47 voix pour et 10 abstentions. Je vous remercie, Hikmat Chahine, maintenant, pour le point numéro 9 et la constitution d'une provision 2024. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, donc premier point, c'était la constitution d'une provision en 2024, quand ça concerne donc un prêt qui a été en avance qui a été accordé à l'association C2RT Intech Sud-Ouest de 130 000 € versés en 2 fois, 70 000 € en 2017 et 60 000 € en 2018 pour l'implantation d'une école informatique. L'association basée à Agen a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde en juin 2022, puis d'un redressement judiciaire le 27 juillet 2023. À ce jour, les créances de l'association envers le budget principal de la communauté d'agglomération de Grand Dax s'élèvent à 75 350 €. Et en raison du risque pesant sur le recouvrement de ces créances, et conformément au dispositif de l'article R232-2 de CGCT, il est proposé de constituer une provision à hauteur de 75 350 €. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, donc il sera proposé au Conseil d'approuver la constitution d'une provision à hauteur de 75 350 € pour dépréciation des actifs circulants. Merci, on passe au vote. Le vote est ouvert. On ne dirait pas. Alors, tu voulais voter quoi? Bon, dis-nous ton vote dans le micro, Guylaine. On va faire comme ça pour celle-là. Pour. D'accord. Donc, on va pouvoir clore le vote. Guylaine a donc voté pour. Et la délibération est donc adoptée à l'unanimité. Merci. Les décisions modificatives, les dernières, budgétaires 2024. Toujours Hikmat Chahine.
Donc suite à cette provision, donc, il fallait donc faire quelques modifications au niveau donc, du budget. Au niveau de la budget principal, au niveau de la section de fonctionnement, cette section de fonctionnement s'équilibre à plus 73 150 €. Parce qu'au niveau dépenses, on a profité de regarder que la maintenance logicielle de RH qui a plus 30 000, c'est rattrapage de maintenance de 2023. Une subvention aux associations, il y a moins 45 000 € de fait, donc de l'absence de subvention au DGB. Intérêt de dette, il y a plus 12 800 € et de dette intérêt de la dette non encourue. Donc il y a un enregistrement suite au tirage d'emprunt en 2024. Et provision pour créances douteuses, plus 73 350 €. C'est ce qu'on a fait pour la demande de provision pour Intech. En recette, on a une réfacturation de logiciel commun à la ville de Dax de plus 20 000 €. Rôle supplémentaire de fiscalité perçue, plus 18 293 €. Indemnité de sinistre perçue, 34 857 €. Donc, et ce budget, donc, comme je disais, s'équilibre à plus 73 150 €. Au niveau section investissement, il s'équilibre à 0, mais il y a quelques mouvements à l'intérieur. Dépenses, il y a frais d'insertion de marché, plus 1 400 € à GEMAPI et déchets. Travaux GEMAPI et autres immobilisations des déchets, moins 1 000 €. Subvention pour travaux SIDEC, plus 4 125 €, parce que c'est dévoiement, éclairage de travaux, digues, alimentation, borne de recharge de centre technique. Et de ce fait, donc aménagement, autre installation, moins 4 125 €, virement pour compenser le SIDEC. Après, il y a signalisation voie verte numéro 1, plus 20 000 €, et qui vient donc de travaux de voie verte numéro 1, moins 20 000 € pour financer les achats de signalisation. Donc ça, ça concerne le budget principal. En ce qui concerne le budget annexe eau pluviale, il y a section de fonctionnement s'équilibre à 0 € avec une dépense entretien des réseaux moins 9 745 €. Intérêt de la dette et ICNE plus 9 745 €. Donc c'est tout ce qu'on a comme modification pour ces décisions. Donc si vous avez des questions, avant de passer à un double vote, un vote pour chaque budget. Est-ce que vous avez des questions sur le budget principal? Est-ce que vous avez des questions concernant le budget annexe eau pluviale? Donc, si c'est le cas, donc, il sera proposé au Conseil de participer au vote. Où est-ce qu'il est mon document? Il est là. Non. Donc d'approuver la décision modificative. Donc du budget mais t'arrives à lire, là? Oui, du budget principal. Je ne suis pas encore si vieux que ça. Non, mais ça, tu as des lunettes surtout. Ah bah oui, dans le tableau assez annexé, et d'approuver la décision modificative budgétaire du budget annexe. Non, alors on va s'arrêter d'abord à l'article 1. Donc on va voter pour la DM qui concerne le budget principal, comme le disait Igmat. On va ouvrir le vote. Alors on vote pour le budget principal et ensuite pour le budget eau pluviale. Il y a deux votes. Donc ça c'est pour le budget principal. Enfin, pour la DM du budget principal. Bon. Ah, on a une autre panne. Voilà. Alors on va clore le vote. Le vote est clos. Donc l'ADM pour le budget principal est adopté avec 40 voix pour et 17 abstentions. Et maintenant pour le budget annexe eau pluviale. Ah, on lit l'article. On lit l'article, Igmat ou... Il sera proposé donc d'approuver la décision. Donc du budget annexe eau pluviale tel que présenté dans le tableau si annexé. Et pour donc l'ADM eau pluviale, le vote est ouvert. On va clore le vote. Ah, non, on attend. On va clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est donc adoptée avec 53 voix pour et 4 abstentions. Je vous remercie. Hikmat Chahine, toujours pour le point numéro 11 qui concerne la dotation de solidarité communautaire 2025. Donc, en ce qui concerne la DSC, comme vous savez, tous les ans, on tient compte en fonction donc, des différents critères qui concernent donc, la calcul de cette DSC. Et il y a des communes qui ont plus, d'autres qui ont moins, qui sont donc à la marge. Et vous avez donc le tableau annexé qui présente
les différents points différents montants qui concernent chaque commune. Si vous avez donc des questions, je suis là pour répondre et de répondre si je sais le faire. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. S'il n'y a pas de questions, donc il sera proposé au Conseil d'approuver l'actualisation de la répartition des DSC des communes pour l'exercice 2025 sur la base de données communales de l'année 2024 et d'approuver les montants individuels issus de cette actualisation tels que présentés dans le tableau ci annexé et d'autoriser le versement mensuel par 12e des montants individuels annualisés présentés ci-dessus. Merci, on passe donc au vote qui est ouvert. On va clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Point numéro 12 qui concerne la clôture du budget annexe de la ZAE de Bénesse-les-Dax. Donc la zone d'activité économique de Bénesse-les-Dax a été créée en 2008. Et là maintenant, il n'y a plus donc de mouvement. La clôture donc, de ce budget annexe et qui se révèle au 31 décembre 2024 avec un excédent de 26 063,18 €, dont 25 622 € en investissement et 440,35 € en fonctionnement. Donc, si vous avez donc des questions pour clôturer ce budget annexe et d'annexer et l'excédent donc de ce budget, ils seront repris au budget principal. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Donc, il sera proposé au Conseil de décider de clôturer le budget annexe de la ZAE de Bénesse-les-Dax au 31 décembre 2024, de décider que les résultats de ce budget annexe seront repris au budget principal en 2025 après le vote des comptes administratifs 2024. Merci, on passe au vote qui est ouvert. On va clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée à l'unanimité. Point numéro 13, point habituel à cette époque de l'année qui va nous permettre d'ouvrir les crédits 2025 avant le vote des budgets. Donc, comme tous les ans, pour que l'activité continue, pour la section d'investissement jusqu'à l'adoption du budget primitif, l'exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses dans la limite de 25% des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et hors crédits de paiement liés aux autorisations de programme et au report. Cette faculté est ouverte pour faire face aux dépenses d'investissement devant être réalisées avant l'adoption du budget primitif. Cette ouverture de crédit vient s'ajouter au reste à réaliser de l'exercice 2024. Pour les dépenses à caractère pluriannuel qui sont incluses dans une autorisation de programme, APCP, l'ordonnateur peut les mandater dans la limite d'un montant de crédit par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Pour la section de fonctionnement, l'ordonnateur peut engager, liquider et mandater dans la limite de crédit inscrit au budget de l'exercice 2024 dans l'attente du vote du budget primitif de 2025. Donc, est-ce que vous avez des questions avant de proposer l'ouverture des crédits, les modifications? C'est très passionnant ce soir. Donc, si vous n'avez pas de questions, il sera proposé au Conseil d'approuver l'ouverture des crédits en section d'investissement pour l'exercice 2025 dans les limites indiquées ci-dessus et conformément au tableau joint en annexe, de préciser que ces crédits seront repris, si nécessaire, au budget primitif 2025 des budgets concernés. Merci, on passe au vote qui est ouvert. On va clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée avec 53 voix pour et 4 abstentions. Point numéro 14 qui concerne la prise en charge des déficits des budgets annexes. Donc, dans le cadre de la prise en charge des déficits d'exercice 2024 des budgets annexes à caractère administratif, il est nécessaire de fixer par délibération les mouvements comptables entre le budget principal et le budget annexe concerné.
Pour le budget annexe pépinière d'entreprise, la prise en charge du déficit de fonctionnement sera au maximum équivalent au montant inscrit au budget principal, soit 1 138 224 €. Pour la prise en charge du déficit d'investissement, celui-ci sera compensé par une subvention d'investissement versée en fonction des immobilisations identifiées au budget annexe pépinière d'entreprise et sera au maximum équivalent au montant inscrit au budget principal, soit 173 260 000 €. Sur le budget annexe hôtel entreprise, la prise en charge du déficit du fonctionnement sera au maximum équivalent au montant inscrit au budget principal, soit 17 522 €. Pour le budget annexe centre aquatique communautaire, la prise en charge du déficit de fonctionnement sera au maximum équivalent au montant inscrit au budget principal, soit 1 184 897 €. Pour la prise en charge du déficit d'investissement, celui-ci sera compensé par une subvention d'investissement versée en fonction des immobilisations identifiées au budget annexe centre aquatique communautaire. Il sera au maximum équivalent au montant inscrit au budget principal, soit 60 942 €. Est-ce que vous avez des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, il sera proposé au Conseil de décider de la prise en charge des déficits de fonctionnement et d'investissement 2024 du budget annexe pépinière d'entreprise dans la limite des montants inscrits au budget principal 2024, tels que précisés ci-dessus. De décider de la prise en charge du déficit de fonctionnement 2024 du budget annexe hôtel entreprise dans la limite de montant inscrit au budget principal 2024, tel que précisé ci-dessus. De décider la prise en charge du déficit de fonctionnement et d'investissement 2024 du budget annexe centre aquatique communautaire dans la limite des montants inscrits au budget principal 2024, tel que précisé ci-dessus. Article 4, de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de 2024 au chapitre 65 821 pour la section fonctionnement, au chapitre 20 41 53 32 pour la section investissement. On passe au vote. Le vote est ouvert. On va clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée à l'unanimité. Point numéro 15, pardon. 15. Le versement de la subvention de fonctionnement. Pardon, il y avait une question? Ah pardon. Serge Poirez. Alors mets le micro s'il te plaît. Oui, une question en retard, mais je la pose quand même. En ce qui me concerne, j'aurais aimé qu'il y ait des comparaisons avec l'année précédente, quoi, pour les déficits. Alors là, attention, on est sur une délibération qui est purement théorique et qui me surprend toujours, moi, parce qu'en fait, c'est une délibération qui nous dit qu'il faut revoter les déficits des budgets qui sont votés dans le budget primitif, en fait. Il n'y a rien de neuf, hein. On est toujours sur les budgets, rien de nouveau par rapport à ce qu'on a dit au début de l'année quand on a voté les budgets, mais il faut quand même prendre cette délibération qui est, pour moi, de pure forme, qui n'apporte pas grand-chose, mais qui doit avoir un intérêt dans l'esprit de nos législateurs. Donc en fait, c'est les mêmes données que celles pour lesquelles on a voté les différents budgets et leurs déficits respectifs. On verra que c'est la même chose pour la subvention d'équilibre du CIAS, qui sera peut-être revue. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas de nouveauté, quoi. C'est pour ça. Alors les comparaisons peuvent avoir bien évidemment de l'intérêt, mais plutôt quand on vote le budget, en fait, quoi. Donc on passe subvention de fonctionnement au CIAS. Alors on a voté pour le. Oui, on a voté. Alors on continue. Dans l'attente du vote du budget primitif de l'exercice 2025 et dans le respect de l'article L1612-1 du Code général de collectivité territoriale qui précise les règles comptables applicables lorsque le budget primitif n'est pas adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président a droit jusqu'à l'adoption du budget de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider, de mandater les dépenses de la section fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Pour permettre d'assurer la continuité de fonctionnement des services du Centre intercommunal d'action sociale de Grand Dax, il est demandé de reconduire la subvention de fonctionnement au niveau du montant maximum de celle attribuée en 2024, soit 1 828 420 €. Ce montant pourra être revu lors de l'adoption du budget primitif 2025. Avez-vous des questions? Donc là,
pareil, en fait, on prépare pour que le CIAS puisse commencer à fonctionner dans les premiers mois de l'année. On dit de toute façon, il y aura à minima cette subvention d'équilibre, mais on verra que dans le vote du budget, elle sera peut-être, voire il y a de fortes chances différentes et supérieures. Mais là, on dit, bon, pour que le CIAS puisse commencer l'année, il y aura à minima cette subvention. Est-ce que vous avez des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, c'est proposé au Conseil de décider d'octroyer une subvention de fonctionnement pour l'exercice 2025 de 1 825 420 €, maximum au Centre intercommunal d'action sociale de Grand Dax, étant précisé que ce montant pourra être revu lors de l'adoption du budget primitif 2025. Article 2, de décider de verser cette subvention sur forme d'acompte en fonction des besoins réels. Article 3, de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l'exercice 2025. Merci, on passe au vote qui est ouvert. On va clore le vote. Le vote est clos et la délibération est adoptée à l'unanimité. Merci. Christian Carrère a mis un peu de temps à voter car il se préparait à présenter la délibération qui arrive, qui est la numéro 16 et qui concerne l'adhésion à la convention d'échange PCRS. Et j'espère que nous aurons des photos. Christian Carrère. Bonsoir à tous. Donc, le Grand Dax, dans le cadre de ses différentes missions, tant par les services voirie, environnement, eau ou assainissement, est amené à répondre au DT et DICT, au format PCRS, qui est le plan de corps de rue simplifié. Le GIP d'aménagement du territoire et gestion des risques a élaboré une orthophotographie du territoire du Marsan et propose d'élargir sa prestation sur tout le département des Landes, facilitant ainsi le traitement des différents dossiers. L'intérêt de cette adhésion est multiple pour le Grand Dax. En dehors d'offrir un outil de travail confortable pour les services, les données serviront à alimenter le CIG, pourront être accessibles aux communes membres et elle permettra également de limiter les dépenses pour les relevés topographiques. Le coût de cette adhésion au PCRS est de 47 367,01 € hors taxe pour l'acquisition des données et de 1 892,15 € hors taxe par an pour le fonctionnement et les mises à jour, pour une durée de 7 ans renouvelable. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Ah, voilà les photos. Voilà, les relevés topographiques. Donc, comme il n'y a pas de questions, il sera donc demandé d'approuver l'adhésion à la convention de partenariat technique et financier pour la constitution et le maintien d'un fonds de plan très grande échelle au format d'échange PCRS sur le territoire du département des Landes. D'autoriser, Monsieur le Président, à signer la convention ou tout autre document se rapportant à ce dossier et d'inscrire les crédits correspondants de 72 734,50 € TTC à l'article 200D du budget principal du Grand Dax et à l'article 2051 du budget annexe assainissement. Merci, on va passer au vote. Le vote est ouvert. On va clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée avec 57 voix pour, soit l'unanimité. Je reprends la parole maintenant pour vous présenter plusieurs délibérations concernant l'aménagement, l'urbanisme et l'eau. Pour la dernière fois, j'espère, en conseil communautaire, puisque Philippe, je le souhaite et je le crois, va nous rejoindre rapidement. Mais permettez-moi, puisque ces délibérations concernent l'aménagement, de vous indiquer que ce sera le dernier conseil communautaire de Valérie Kerbirio, la directrice de l'aménagement, qui est ici derrière nous, puisque Valérie a choisi d'aller apporter ses compétences à une autre collectivité qui n'est pas très éloignée.
Donc c'est l'occasion de vous remercier, Valérie, pour tout le travail accompli pendant toutes ces années au sein de la communauté d'agglomération et de la direction de l'urbanisme, qui vous a permis d'accompagner cette collectivité dans beaucoup d'évolutions, de changements, et notamment l'élaboration du PLUI. Et au nom de tous les conseillers, je crois que je peux me faire leur porte-parole pour vous souhaiter beaucoup de réussite dans les fonctions importantes qui seront les vôtres dans quelques mois. Applaudissements. Bien, on passe donc au point numéro 17 qui concerne un rapport triennal sur l'artificialisation des sols, un sujet que nous connaissons tous puisque la loi climat et résilience qui a été votée en 2021, mise en application en 2021, marque un tournant dans l'utilisation des terres sur nos territoires en faisant de la sobriété foncière la nouvelle norme et en introduisant l'objectif de zéro artificialisation nette des sols d'ici 2050 avec des paliers et des points d'étape, notamment un en 2031 où on demande à toutes les collectivités concernées, c'est-à-dire les EPCI, de réduire de 50% leur consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, ce qu'on appelle les ENAF, 50% par rapport à la période de référence de 2011 à 2021. En parallèle de ces démarches et donc de la mise en conformité des PLUI avec cet objectif, il nous est demandé de suivre sous la forme de rapports triennaux le rythme de l'artificialisation des sols sur nos territoires. Il vous est donc proposé ici d'analyser le premier rapport triennal qui concerne notre communauté d'agglomération, qui donc s'attache à faire en fait un état des lieux sur la période 2019-2023 de la consommation de ces ENAF. En synthèse, il ressort que nous en avons consommé 95,2 hectares, soit une moyenne d'environ 19 hectares à l'année, qui représente 0,27% de la surface totale, alors que l'objectif était de 29 hectares par an, ce qui nous permet, sur cette période de référence et à l'instant T, de constater que nous sommes dans les clous, puisque comparé à la période 2006-2018, nous avons réduit la consommation de 47,66%. On peut dire aussi d'ailleurs que la typologie de consommation est liée majoritairement à de l'habitat, 82% et 18% pour des activités économiques, industrielles ou commerciales. Que donc à l'instant T nous sommes bons, mais que bien évidemment avec tous les projets qui sortent et qui voient le jour depuis quelques années sur nos territoires, on sait qu'il faudra regarder tout ça de près si bien évidemment ces objectifs du ZAN sont maintenus par les futurs législateurs et gouvernements qui changent régulièrement en ce moment. Y a-t-il des questions sur ce rapport ? S'il n'y a pas de questions, il nous sera demandé de prendre acte du premier rapport triennal sur l'artificialisation des sols annexé à la présente délibération, de prendre acte de la tenue du débat qui n'a pas été très nourri, mais qui a pu avoir lieu sur ce premier rapport triennal, d'approuver le premier rapport triennal sur l'artificialisation des sols du Grand Dax et de transmettre la présente délibération et le rapport en annexe sous 15 jours au préfet de région, à la préfète de département, au président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, certains pourront peut-être lui porter demain, ainsi qu'au maire des communes membres. Je propose de passer au vote. Le vote est ouvert.
On va clore le vote. Le vote est clos et la délibération est adoptée à l'unanimité. Point numéro 18, vous propose d'adhérer au CEREMA. Vous savez, le CEREMA, c'est un établissement public de l'État qui peut nous apporter son expertise bien utile en termes d'aménagement du territoire, de sobriété foncière, de risque inondation, de mobilité ou encore d'adaptation aux effets du dérèglement climatique, des sujets qui concernent totalement notre collectivité, a pour vertu aussi de nous permettre d'attribuer des marchés avec lui, puisque nous serons donc sous la coupe de son expertise grâce à notre adhésion. Il faut y adhérer pour une durée minimale de 4 ans pour un coût annuel de 2400 € TTC par an en fonction d'un barème que le CEREMA applique sur tout le territoire et qui donc sur tous ces sujets nous permettra de bénéficier de l'expertise de ces experts sans avoir à passer sur du formalisme qui nous ferait perdre un temps précieux. Est-il des questions sur cette adhésion ? S'il n'y a pas de questions, je vais vous proposer de solliciter l'adhésion de la communauté d'agglomération du Grand Dax auprès du CEREMA pour une période initiale courant jusqu'au 31 décembre de la 4e année pleine adhésion. Alors je me rends compte que j'ai oublié de vous dire aussi que puisque nous adhérons, il faudra désigner un représentant de notre collectivité au CEREMA. Philippe Castel, dont je parlais tout à l'heure, nous a fait part de sa volonté en raison de ses compétences et de sa vice-présidente d'y siéger. Y a-t-il d'autres candidatures ? Il n'y en a pas. Je continue donc à lire les articles. Il nous faudra aussi décider de régler chaque année la contribution annuelle due. La dépense correspondante au règlement de la cotisation annuelle sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l'année concernée. De désigner Philippe Castel comme représentant de la communauté d'agglomération du Grand Dax dans les instances de gouvernance du CEREMA auxquelles sont associés les adhérents et de m'autoriser à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette adhésion. On peut passer au vote. Le vote est ouvert. Non, mais c'est pas tout de dire c'est moi. Il faut. On va clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée à l'unanimité. Point numéro 19, une obligation aussi, celui de présenter à l'Assemblée le rapport annuel de la SATEL, puisque nous en sommes actionnaires à hauteur de 1,14% du capital. Vous avez donc reçu ce rapport 2023 des activités de la SATEL, qui est vous savez, une société d'économie mixte départementale qui s'occupe d'aménagement. Vous avez les principaux éléments de ce rapport dans lequel on peut lire que nous n'avons eu aucune relation contractuelle directe en 2023, que le résultat financier est positif pour l'année 2023 et que la SATEL présentait des perspectives en matière d'aménagement. C'est heureux, que ce soit en termes de zone d'activité ou résidentielle ou d'équipement public, puisque la SATEL s'occupe notamment de la rénovation des lycées. Nous avons d'ailleurs un sujet sur centrale de prévention du risque incendie sur un lycée à proximité. Je précise aussi que Philippe Castel, décidément, il est à l'honneur ce soir à assister à l'ensemble des instances auxquelles la CAGD était conviée. Vous avez les 3 instances qui sont reprises dans la délibération. Des questions sur ce rapport d'activité de la SATEL? S'il n'y en a pas, il nous est demandé d'approuver le rapport annuel du mandataire pour l'année 2023 soumis par le représentant de la CAGD au conseil d'administration de la SATEL, le représentant ou son représentant. Et on peut donc passer au vote qui est ouvert.
On va clore le vote. Le vote est clos et la délibération est adoptée à l'unanimité. Point numéro 20 qui concerne des acquisitions foncières, cette fois-ci à proximité, en liaison avec le développement de la zone d'activité économique des Cavaliers à Saint-Paul-et-Dax. Vous voyez où elle est située, puisque nous avons déjà parlé du développement de cette zone importante pour l'agglo et pour la commune de Saint-Paul dans les prochaines années. Alors en fait, il nous faut faire des acquisitions pour pouvoir gérer les accès à cette zone, notamment aux points les plus reculés des terrains. On vous propose donc d'acquérir deux parcelles, une de 2798 mètres carrés, c'est un chemin forestier qui permet justement d'accéder au fond de la parcelle, une autre de 570 mètres carrés qui est une bande de terrain sur l'exploitant qui est en proximité. Il y a deux propriétaires, la SCI Letzo et le Centaure. On a rappelé à ces deux propriétaires qui sont d'accord pour nous vendre ces mètres carrés qu'il faut qu'il y ait des accords concomitants pour que nous réalisons la transaction, ce qui sera le cas. Je vous précise que comme ces acquisitions sont d'un montant inférieur à 180 000 €, il n'y a pas nécessité d'avoir une estimation des domaines et de consulter la direction de l'immobilier de l'État. On achète ces terrains à 10 € le mètre carré, ce qui est en cohérence avec le prix de la parcelle qu'on a acheté à côté pour développer la zone, et que cela nous reviendra donc à 27 980 € pour la parcelle la plus grande et 5 700 € pour l'autre. A-t-il des questions sur ces acquisitions? Pas de questions. Il nous sera donc demandé d'approuver l'acquisition concomitante et au prix de 10 € par mètre carré des emprises partielles de 2798 mètres carrés issues de la parcelle AV 360 pour 27 980 et de 570 mètres carrés issues de la parcelle AV 354 pour 5 700 €. De m'autoriser à signer tout document et acte notarié nécessaires aux acquisitions des parcelles susmentionnées, de m'autoriser à donner procuration à tout clerc ou collaborateur de notaire pour signer les actes notariés et finaliser les dites acquisitions. On passe au vote. Le vote est ouvert. On va clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée à l'unanimité. Point numéro 21 qui concerne l'eau maintenant, puisque il nous faut mettre en place un nouveau type de redevance, une nouvelle organisation, en tout cas des redevances qui sont perçues par l'agence de l'eau. Vous le savez, pour ceux qui ont travaillé sur ces sujets, il y avait jusqu'à maintenant 3 redevances forfaitaires qui étaient perçues et donc prélevées sur la facture et mentionnées sur la facture des usagers. À partir du 1er janvier 2025, l'agence de l'eau change son type de facturation et de redevance, qui seront maintenant au nombre de 4, puisque en gros il y a des redevances qui sont modulées en fonction de la performance des réseaux pour l'eau potable et de la performance des systèmes d'assainissement collectif pour la partie assainissement. Il vous est donc proposé de mettre en place ces redevances, comme tous les gestionnaires d'eau doivent le faire, pour qu'elles soient applicables au 1er janvier. Alors selon les chiffres qui vous sont annoncés sur le tableau qui est dans la délibération, afin qu'elle soit encore une fois applicable dès l'année prochaine. Des questions? S'il n'y a pas de questions, il nous sera donc demandé de fixer à 0,07 € par mètre cube hors taxe le prix correspondant à la redevance pour performance des réseaux d'eau potable à compter du 1er janvier 2025 et de fixer à 0,105 € par mètre cube hors taxe le prix correspondant à la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif à compter du 1er janvier 2025. On peut passer au vote qui est ouvert.
clore le vote. Le vote est clos et la délibération est adoptée à l'unanimité. Du coup, on va vous proposer de voter les tarifs 2025 pour l'eau potable et l'assainissement pour les communes qui, bien évidemment, sont concernées par l'eau de l'agglo, comme on le fait régulièrement. Il est proposé cette fois d'appliquer une augmentation de 4% sur le prix de l'eau, alors qui en fait ne sera qu'une augmentation de 0,9%, en raison de l'application de ces nouvelles taxes qu'on vient de mettre en place dans la délibération précédente. Et ces nouvelles taxes, qui sont modulables et liées à des performances, sont appliquées pour la première année par l'agence de l'eau à leur taux minimum, ce qui ne sera bien évidemment plus le cas à partir des années suivantes. Mais donc pour cette année, puisque on les applique avec le taux le plus bas, l'augmentation pour l'usager ne sera que de 0,9%, ce qui permettra à l'eau de l'agglo d'être encore la moins chère au mètre cube de toute la communauté d'agglomération, de tout son territoire. Des questions? Pas de questions. On nous a demandé donc d'approuver les tarifs du service public de l'eau du Grand Dax présentés dans le tableau annexé et qui seront applicables à compter du 1er janvier 2025. On passe au vote. On va clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Deux conventions maintenant qui concernent la collecte et le traitement des eaux usées. Convention qu'il nous faut renouveler tout d'abord avec le syndicat des Échourdes, qui concerne une commune, celle de Candresse. Madame le maire, bonsoir. Donc une convention qui avait été signée pour 5 ans, qui prend fin au 31 décembre 2024 et qui va donc nous permettre de mettre à disposition du syndicat des Échourdes nos installations de traitement, puisque le syndicat n'en a pas pour la commune susmentionnée, sachant que le volume estimé de traitement de ces eaux usées est de 22 000 mètres cubes. Des questions sur cette convention et donc on la re-signe pour la même durée, je pense. Ouais, à partir du 1er janvier 2025. Pas de questions. Il nous sera donc demandé d'approuver la convention générale de collecte et de traitement des eaux usées entre la communauté d'agglomération du Grand Dax, son service public de l'eau, et le syndicat des Échourdes, et de m'autoriser à signer ces conventions, ainsi que tout document se rapportant à ce dossier. On peut passer au vote, qui est ouvert. Ça fléchit par là, les boîtiers. Hein. Ouais, les boîtiers, uniquement les boîtiers. On va clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée à l'unanimité. La même convention, en tout cas son renouvellement pour cette fois-ci, avec le SIDEC, toujours pour la collecte et le traitement des eaux usées. Il y avait aussi une convention de 5 ans qui est arrivée à son terme et qu'on vous propose de renouveler pour 5 ans. Pas de questions. Il nous sera donc demandé d'approuver la convention générale de collecte et de traitement d'eau usée ainsi que la convention de vente d'eau potable entre la communauté d'agglomération du Grand Dax et le SIDEC et de m'autoriser à signer ces conventions ainsi que tout document y afférent. On passe au vote, il est ouvert. On va clore le vote. Le vote est clos et la délibération est adoptée à l'unanimité. Jean Soublin maintenant pour le point numéro 25 et l'attribution d'une subvention au lycée de Bordin.
Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, effectivement, le lycée de Bordeaux nous a sollicité pour une subvention dans le cadre du dispositif des cordées de la réussite de l'IUP de Bordeaux. Je le peux parce que je le veux, pour un montant de 2 000 €. Ce dispositif a une double ambition. Il favorise la diversité sociale et territoriale des étudiants de l'IUP et il développe l'ambition scolaire en luttant contre l'autocensure, notamment des jeunes éloignés de Bordeaux. Il faut savoir que l'an passé, 5 élèves du lycée de Bordeaux ont été admis à Sciences Po Paris. Et grâce à ce financement, les élèves participent à des sorties culturelles, reçoivent des livres et bénéficient aussi d'une formation de prise de parole en public. Est-ce qu'il y a des questions ? Non. Donc, il vous est proposé d'attribuer une subvention de 2 000 € au profit du lycée de Bordeaux, établissement public local d'enseignement, pour soutenir le programme Sciences Po Bordeaux. Je le peux parce que je le veux. Et les crédits étant inscrits au budget principal développement économique 2025 à l'article 657-381. Merci. On va passer au vote qui est ouvert. On va clore le vote. Le vote est clos et la délibération est adoptée à l'unanimité. Catherine Rabat maintenant pour le point numéro 26 qui concerne l'engagement de principe pour la signature d'un pacte territorial France Rénov' à l'échelle du Grand Dax. Oui, bonsoir à tous. Alors quelques explications. En mars 2021, le Grand Dax a mis en place donc une plateforme Habitat afin de simplifier l'accompagnement des administrés dans leur démarche de rénovation de l'habitat. Ce guichet unique accessible via un numéro de portable offre une première prise de renseignements. Les appelants sont ensuite orientés vers les dispositifs de l'ANA, si ce sont des publics éligibles au périmètre du PIG ou du périmètre de l'OPA-RU. Ou alors, il aurait proposé des conseils personnalisés jusqu'à un accompagnement pour la réalisation de travaux de rénovation globale. Du fait de la fin de ce programme d'accompagnement de rénovation énergétique au 31 décembre de cette année, le conseil d'administration de l'ANA a délibéré pour définir de nouvelles modalités d'un service public de rénovation de l'habitat pour 2025, sous la forme d'une convention de programme d'intérêt général, centrée sur la mise en œuvre d'un pacte territorial France Rénov'. L'objectif est de proposer une offre de services publics universelle pour la rénovation et l'amélioration de l'habitat privé sur l'ensemble du territoire et accessible à toute la population. À partir du 1er janvier 2025, ce service donc sera le point d'entrée unique pour l'obtention d'aide à la rénovation énergétique, donc MaPrimeRénov', MaPrimeAdapt et MaPrimeLogement décent. Les EPCI donc, devront désormais être signataires avec l'État d'un pacte territorial donc, qui a pour vocation à regrouper en un seul dispositif conventionnel la déclinaison locale de ce service public de la rénovation de l'habitat sur l'ensemble donc, des champs d'intervention de l'ANA, que ce soit donc rénovation énergétique, adaptation des logements au vieillissement ou au handicap, lutte contre l'habitat indigne ou dégradé et rénovation des copropriétés. Une période transitoire est prévue pour intégrer le programme général actuel qui court sur notre territoire jusqu'au 9 juillet 2025. En signant donc un pacte territorial avec l'État d'une durée de 3 ans minimum, le Grand Dax s'engagerait à assurer les missions obligatoires constituant les actes socles des pactes territoriaux, à savoir l'animation et la dynamique territoriale. Il s'agit de sensibiliser, de communiquer et de mobiliser les ménages et les professionnels en amont des projets de rénovation de l'habitat, d'informer, de conseiller et d'orienter les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs, les syndicats de copropriété sur toutes les thématiques de l'habitat, quels que soient les revenus. Pour l'année 2025, cette mise en œuvre serait confiée à Solia par un avenant au marché d'animation de la plateforme actuelle, afin de maintenir une continuité de service aux administrés. Ce service serait cofinancé à 50% par l'ANA, sous réserve donc de la signature d'un pacte, dont la première étape est l'engagement qu'on vous propose de prendre ce soir à travers la délibération. Et par ailleurs, une aide serait demandée auprès du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine ainsi qu'auprès du Conseil départemental des Landes. En parallèle de la mise en œuvre du pacte territorial France Rénov' sur son territoire au cours de cette première année, le Grand Dax participera à des échanges avec les EPCI voisins, la communauté des communes du Seignan, du Pays d'Orthe et d'Arrigan, Côte-Land de Nature, Marraine et Marraine Adour Côte-Sud,
en vue d'étudier l'élaboration d'un service mutualisé à l'échelle de l'ensemble de ces territoires. Et si ces échanges aboutissaient à l'élaboration d'un pacte territorial France Rénov mutualisé, évidemment, les pactes territoriaux propres à chaque territoire seraient rompus. Est-ce que vous avez des questions? C'était complet. Pas de questions. Si. Non, c'est pas une question, c'est parce que je suis administrateur à Solia, donc est-ce que je peux participer au vote de cette délibération? Tu voulais le placer? Ouais, je suis assez fière, c'est une belle boîte. Eh bien, au cas où, on va pas prendre de risque. Il vaut mieux que tu ne prennes pas part. Pas d'autres administrateurs. Je vote pour Alexis quand même. Voilà. Alors, il nous est donc demandé d'approuver l'intention d'engagement à la signature d'un pacte territorial France Rénov à l'échelle du Grand Axe, dont le contenu sera délibéré au plus tard le 31 mars 2025, d'approuver la candidature du Grand Axe donc à l'appel à manifestation d'intérêt pour obtenir le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine à ce service public de la rénovation de l'habitat, donc du 1er janvier au 31 décembre 2025, et d'autoriser Monsieur le Président à présenter un dossier de candidature à cet ami et à signer tous les documents s'y afférents. Donc la retransmission fonctionne du Conseil. Il vaut mieux toujours le vérifier. On va donc passer au vote qui est ouvert. On va clore le vote. Le vote est clos. Et donc la délibération est adoptée avec 55 voix pour, une abstention et une non prise de part au vote. Je vous remercie. On enchaîne avec une demande de subvention de patrimoine SA Languedocienne pour une opération à Dax. Oui, donc patrimoine SA Languedocienne va acheter à Nexity 45 logements qui sont situés avenue Saint-Vincent-de-Paul, donc sur la commune de Dax. Ces logements sont destinés à un public jeune de moins de 30 ans et la gestion locative sera donc assurée par Patrimoine Languedocienne. Ces logements s'insèrent dans un bâtiment collectif où au total il y a 107 logements, R+3 plus attique. 2 commerces seront développés au pied de l'immeuble. Les loyers donc sont les suivants: du TMPLAI à 180 €, du TM+ à 292 €, du TMPLS à 302 €. Il nous est proposé d'attribuer une subvention de l'ordre de 26 000 € qui est décomposée pour 14 plus à 1 000 € chacun et 6 PLAI pour 2 000 € chacun. En contrepartie de cette aide forfaitaire, nous demandons à Patrimoine Languedocienne la réservation de 4 logements dans cette opération. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Donc, il nous est demandé d'attribuer une subvention d'un montant de 26 000 € pour l'achat en l'état futur d'achèvement, en VFA, à Patrimoine SA Languedocienne de 45 logements locatifs sociaux destinés à un public jeune de moins de 30 ans situé avenue Saint-Vincent-de-Paul sur la commune de Dax, d'approuver les projets de convention d'attribution de subventions et de réservation de logements annexés à la présente délibération, d'autoriser Monsieur le Président à signer les 2 conventions ci-jointes relatives à l'attribution d'une subvention et à la réservation de logements, et de préciser que les crédits nécessaires au paiement du premier acompte sont prévus dans le cadre de l'autorisation de paiement 139 sur les crédits de paiement de l'exercice 2024. Merci, on va passer au vote. Le vote est ouvert. On va clore le vote est clos et la délibération est adoptée à l'unanimité. Merci. Point numéro 28, une autre demande de subvention, cette fois-ci pour XL Habitat sur un projet situé à Weyreleuil. Oui, le projet donc situé au cœur du bourg de Weyreleuil. Il s'agit d'un bâtiment dénommé la Maison Carrée, dont la commune est propriétaire. Dans ce bâtiment, donc, XL devait réaliser 2 logements collectifs de type 2 et au rez-de-chaussée un commerce qui resterait propriété de la commune. Mais malheureusement, le projet commercial n'a pas pu se réaliser.
Du coup, le programme de construction est modifié et 2 logements locatifs sociaux supplémentaires vont être construits en lieu et place donc de la surface commerciale. Du coup, la réhabilitation de la maison carrée permettra la réalisation de 4 logements locatifs sociaux au total. Et il nous est proposé d'attribuer une subvention de l'ordre de 8 500 €, donc un plus pour 3 500 € et un logement PLAI pour 5 000 €. Compte tenu qu'il s'agit là d'une modification du programme et que le grand axe sur ce programme est déjà réservataire de logements, il ne sera pas demandé de logements supplémentaires en rénovation. Est-ce que vous avez des questions ? Monsieur le maire, pas de questions. Pas de questions. Ok. Alors pour votre information, en tant que représentante du Grand Axe au conseil d'administration d'Ixelles, je ne prendrai pas part au vote. Et ils nous ont demandé d'attribuer une subvention d'un montant de 8 500 € à Ixelles pour la réalisation, acquisition, amélioration des 2 logements locatifs sur l'opération Maison Carrée à Wayreleuil, d'approuver le projet de convention d'attribution de subvention annexé à la présente délibération, d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention ci-jointe relative à l'attribution d'une subvention et toujours de préciser que les crédits nécessaires au paiement du premier acompte sont prévus dans le cadre de l'AP 139. Alors il y a d'autres membres du conseil d'administration, je crois qu'il y a Henri, Bedad, Gérard, Lebaille et moi-même, mais on ne siège pas au titre de l'agglo, donc on peut quand même voter. C'est pour ça qu'il n'y a que Catherine qui ne participera pas. On va ouvrir le vote. On va clore le vote. Le vote est clos. La délibération est adoptée avec 56 voix pour. Deux demande de garantie d'emprunt maintenant. Alors, donc une première garantie d'emprunt qui nous est demandée pour l'opération Lustau-Berda, située rue du Bascat sur la commune de Dax. Le bailleur social, c'est la Clercienne. Jusque-là, cette opération n'avait pas fait l'objet de subventions forfaitaires. Il s'agit donc de logements achetés en VFA, de 34 logements locatifs sociaux aux promoteurs Sexo Promotion. Ça sera de l'habitat collectif. Chaque logement dispose d'un balcon et d'une place de parking collective couverte et fermée. L'opération comporte un minimum de 30 logements locatifs sociaux financés en PLAI, prêt locatif donc aidé à l'intégration. Le conseil départemental accorde sa garantie d'emprunt à hauteur de 50%, ce qui est conforme donc au règlement d'intervention de la communauté d'agglomération du Grand Axe en matière de garantie d'emprunt. La commission logement a émis un avis favorable en date du 5 novembre 2024. En contrepartie de l'octroi de la garantie d'emprunt, 7 logements, soit 20% du programme, sont réservés dans cette résidence à la communauté d'agglomération du Grand Axe. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. Alors, il nous est proposé d'accorder la garantie d'emprunt de 50% pour le remboursement d'un emprunt total de 4 355 259 €, souscrit par Clercienne auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La somme garantie s'élève donc à 2 177 629,50 €, augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt. D'affecter le prêt relatif au financement de l'opération de la façon suivante, donc PLAI pour 994 999 000 €, un PLAI foncier de 437 043 €, plus pour 2 071 195 €, plus foncier pour 852 022 €. Le montant de chaque ligne de prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra y avoir de fongibilité entre chaque ligne du prêt. Il nous est demandé d'accorder la garantie de la collectivité pour la durée totale du prêt et jusqu'à complet remboursement de celui-ci. Sur notification d'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts, la collectivité s'engage à se substituer à Clercienne pour son paiement. Il nous est ensuite demandé d'engager pendant toute la durée de prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges de prêt. D'approuver la convention de demande de garantie d'emprunt entre le Grand Axe et Clercienne. D'autoriser Monsieur le Président à signer la convention de demande de garantie d'emprunt entre la communauté d'agglomération et Clercienne, ainsi que tout document relatif à ce dossier, d'approuver la convention de réservation de logement entre le Grand Axe et Clercienne, et d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention de réservation de logement entre Grand Axe et Clercienne, ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier. Merci, on passe au vote.
On va clore le vote. Le vote est clos. La délibération est adoptée à l'unanimité. Point numéro 30, une autre demande de garantie d'emprunt, toujours sur un projet sur Dax pour la Clercienne cette fois aussi. Oui, toujours pour la Clercienne, donc une opération qui s'appelle Céleste, située rue du Grand Biao à Dax. Cette opération, elle, avait fait l'objet d'une subvention forfaitaire d'un montant de 67 000 €, attribuée par le Conseil communautaire au mois de mars 2023. Clercienne construit en maîtrise d'ouvrage direct 20 logements locatifs sociaux, et cette réalisation s'intègre dans une opération qui comprend 83 logements au total. Toujours pareil, c'est un habitat collectif. Chaque logement dispose d'un balcon et d'une place de parking. Alors, l'opération comporte aussi 30% de logements locatifs sociaux financés par le PLAI. Le conseil départemental accorde aussi sa garantie d'emprunt à 50%, toujours conformément à notre règlement. La commission logement habitat a donné un avis favorable le 5 novembre 2024. Et en contrepartie donc, de l'octroi de la garantie d'emprunt, 2 logements, 10% du programme, sont réservés dans cette résidence à la communauté d'agglomération du Grand Dax. Est-ce que vous avez des questions? Oui, une question. Serge Pomarès. Les logements qui sont réservés pour l'agglo, ils sont pour le personnel en général ou non? Non, en fait, ils sont réservés à agglo, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont pas forcément réservés au personnel, ils sont réservés à toutes les personnes susceptibles de rentrer dans les critères d'attribution du logement social. Ça peut être le personnel, mais ça peut être d'autres types de personnes. Voilà, ça, selon les sollicitations, selon les analyses et les évaluations sociales faites par les services sociaux. Voilà, en collaboration avec les communes et les maires, en collaboration avec les intervenants de la communauté. Voilà, il n'y a pas de comment dire, d'obligation ni dans un sens ni dans un autre. Enfin voilà, les analyses sont faites en fonction de chaque dossier. C'est en commission, oui, il y a ni pour les élus. Hein. Pas de. D'autres questions? Pas d'autres questions. Alors, il nous est donc demandé d'accorder la garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d'un emprunt en montant total de 1 927 120 € souscrit par Clercienne auprès de la Caisse des dépôts. La somme garantie s'élève par conséquent à 963 560 €, augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt. D'affecter le prêt relatif au financement de l'opération Céleste, donc selon les éléments qui sont notés ci-dessous, que je ne vais peut-être pas tout répéter, mais que vous pouvez lire. Le montant de chaque ligne de prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra y avoir de fongibilité entre chaque ligne de prêt. Il nous est demandé d'accorder la garantie de la collectivité pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage à se substituer à Clercienne pour son paiement. D'engager pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges de prêt. D'approuver la convention de demande de garantie d'emprunt entre le Grand Dax et Clercienne. D'autoriser Monsieur le Président à signer la convention de demande de garantie d'emprunt entre le Grand Dax et Clercienne, ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier. D'approuver la convention de réservation de logement entre le Grand Dax et Clercienne, d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention de réservation des logements entre le Grand Dax et Clercienne, ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier. Je vous remercie. Allez, on peut passer au vote. On va clore le vote. Le vote est clos. La délibération est adoptée à l'unanimité. Merci. On passe la parole maintenant à Alain Dubourdieu, qui trépigne d'impatience, mais pas autant que Pascal Lavigne, qui conclura pour une convention relative au financement du schéma directeur des infrastructures ferroviaires du RER Basco-Landais. Merci Monsieur le Président, bonsoir à tous. Vous savez que la CAGD est engagée avec la région, le syndicat mobilité basque, Pays Basque Adour et les EPCI de Max
Seignan, Pays d'Horte et Arrigans, dans le déploiement du CERM, dit le RER basco-landais. Ce projet est labellisé par l'État depuis juillet 2024. Après avoir adopté le 13 décembre 2023 la feuille de route pour le développement du RER basco-landais, le Conseil communautaire du 25 septembre a délibéré pour une contribution annuelle de 70 000 € qui permettra le renforcement de l'offre de 5 trains supplémentaires par jour entre Dax et Hendaye dès le 15 décembre. Ces choses faites, c'est en fonctionnement. Une nouvelle délibération est proposée au Conseil communautaire de ce soir pour participer financièrement aux études du schéma directeur. Il s'agit d'identifier et caractériser les besoins d'investissement en aménagement d'infrastructures nécessaires aux différents horizons et à la complémentarité entre eux. Ce coût du schéma directeur est évalué à 600 000 €. Vous voyez la clé de répartition qui est la suivante, la région pour 33%, l'État également pour le deuxième tiers et le troisième tiers par le syndicat mixte du Pays Basque à Dour, ainsi que les EPCI du Grand Dax, de la Max, Horte-Arrigans et Seignan. Simplement pour information, la clé de répartition pour la convention que vous voyez, donc la participation du Grand Dax est de 24 624 € et c'est lié au nombre d'habitants, au nombre d'actifs ayant un emploi, au montant des redevances gares, au nombre de gares et leurs arrêts, et également du linéaire des voies. Avez-vous des questions sur le sujet ? Ils dorment tous, alors je vais les réveiller. Simplement une question. Bon, j'ai vu qu'il y avait 5 trains supplémentaires Dax-Hendaye. Et le retour, non? C'est des rotations, hein? Il reste là-bas. Je ne sais pas. Alors les retours, c'est uniquement pour les agents de l'agglo. Bonne question, mais ils pourront rentrer, effectivement. Pas de questions? Donc, il sera proposé au Conseil d'approuver la convention jointe en annexe relative au financement du schéma directeur des infrastructures ferroviaires du service express régional métropolitain basco-landais et d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention relative au financement des études du schéma directeur des infrastructures ferroviaires du service express régional métropolitain basco-landais. Merci. On va passer au vote. On va clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée à l'unanimité. Pour conclure, certains seraient tentés de dire le meilleur pour la fin. Pascal Lavigne, pour la politique de la ville, a une convention d'abattement sur la taxe foncière. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à tous. Donc, la convention relative à l'utilisation de l'abattement de l'ATF sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est à conclure entre l'État, la ville de Dax, la CAGD et XL Habitat. En contrepartie de cet avantage fiscal, les bailleurs sociaux s'engagent à mettre en place des actions contribuant à la tranquillité publique, à l'entretien et à la maintenance du patrimoine, à l'amélioration du cadre de vie et à la participation des locataires. Alors, l'abattement de 30% sur la base d'imposition s'accompagne d'un mécanisme de compensation à hauteur de 40% de la perte de recettes fiscales pour les collectivités concernées. Il s'inscrit désormais dans le contrat de ville approuvé, je vous le rappelle, le 11 avril 2024 et concerne donc les 3 QPV de Dax, le Sablard, Cuillès et le Gon. La présente convention définit les modalités d'élaboration, d'application, de suivi et de bilan de l'abattement de la taxe foncière sur toute la durée du contrat de ville à compter de 2025 jusqu'à 2030 et constitue le cadre de référence des engagements de chacun des signataires. À ce titre, elle est annexée au contrat de ville de l'agglomération du Grand Dax.
Plus qu'une mesure fiscale, c'est un levier pour agir en faveur de l'amélioration du cadre de vie dans les quartiers et renforcer la participation des habitants. C'est aussi un moyen de renforcer la qualité de service et développer des projets à impact social sans que les surcoûts ne pèsent trop sur les charges locatives des locataires habitants. Les actions valorisées au titre de l'abattement de la taxe foncière participent à l'amélioration de l'image des quartiers, permettent de maintenir la qualité de service, apportent des solutions concrètes aux préoccupations du quotidien des locataires habitants et sont en prise avec les enjeux de transition écologique, de transition démographique et de développement social. Avez-vous des questions? Bien, vous ne pouvez pas le voir, mais je vous annonce que non, il n'y en a pas. Alors, s'il n'y en a pas, après avis du bureau, il sera proposé au Conseil d'approuver le projet de convention lié à l'application de l'abattement sur la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la ville et d'autoriser Monsieur le vice-président à signer la dite convention ainsi que tous les documents se rapportant à l'exécution de la présente délibération. Merci, on va passer au vote. On va clore le vote. Le vote est clos. Et cette dernière délibération du Conseil communautaire et de l'année est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite une bonne soirée et surtout d'excellentes fêtes de fin d'année puisque nous sommes en décembre.